Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder la fiche de cours sur le chapitre synthèse et structure des entités organiques. Donc en grand 1 nous allons regarder, nous allons parler de la famille des composés organiques. Donc les molécules organiques, comme vous l'avez déjà vu dans précédentes années, comportent majoritairement des atomes de carbone et d'hydrogène. Donc et en nombre réduit, oxygène, azote, chlore, etc. Mais majoritairement carbone et hydrogène. La formule brute d'une molécule donne sa composition. Vous l'avez vu ici. C2H6O, ce qu'on a vu en seconde, ça veut dire qu'il y a 2 atomes de carbone, 6 d'hydrogène et 1, quand il n'y a pas de numéro devant, c'est par défaut, c'est 1 atome d'oxygène. Dans la formule semi-développée, B, on représente les liaisons entre atomes hormis celles mettant en jeu les atomes d'hydrogène. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que les liaisons, l'hydrogène étant très prépondérant dans les molécules, donc on ne représente pas ces liaisons de manière à simplifier la molécule et de représenter en gros les autres liaisons. Donc là, la liaison qui apparaît, ça veut dire que c'est une liaison CC. Ici, la liaison qui apparaît, c'est la liaison entre le C ici et le O ici. La liaison qui représente ici le O et le H n'est pas représentée. On ne représente pas toutes les liaisons qui ont du H. Alors ensuite, les chaînes carbonées constituent donc le squelette carboné des composés organiques. Celle-ci est saturée si toutes les liaisons chimiques entre atomes de carbone sont des liaisons simples. Donc les chaînes sont de 3 types. Alors ici vous avez une chaîne linéaire, une chaîne ramifiée, et ici vous avez une chaîne cyclique. Donc chaîne linéaire, ça veut dire qu'en gros c'est une chaîne. Donc en gros c'est comme s'il y avait une chaîne sans irrégularité. Ici vous avez une chaîne, donc une chaîne linéaire à 3 carbones avec une ramification. Donc la plus longue chaîne linéaire elle fait 3 carbones, et sur cette chaîne linéaire de 3 carbones vous avez une ramification. Et ici vous avez une chaîne cyclique. Alors, quand on dit que la molécule est saturée, donc c'est quand il n'y a que des liaisons simples. Donc, si vous entendez parler de liaisons ou des molécules insaturées, ça veut dire qu'il y a des doubles ou des triples liaisons. Ensuite, ici, donc vous mettez la formule, la modélisation d'une molécule, parce que tout ça, ça reste bien entendu des modèles. Donc, sur la modélisation d'une molécule. Donc elle indique la nature et le nombre d'atomes dans la molécule. Donc ça c'est la formule brute. Et elle peut représenter l'enchaînement des atomes dans la molécule. Donc ça c'est ce qu'on appelle la formule semi-développée. Donc ici par exemple, vous avez bien la liaison CO, CO ici, donc là c'est une double liaison. Et la liaison entre le O et le H n'est pas représentée, etc., etc. Ensuite, alors, les groupes caractéristiques les familles de composés, celles que vous avez à retenir. Donc, vous devez ça connaître. Donc, le groupe hydroxyle. Donc, c'est un groupe avec une structure. Quand il y a un tiret comme ça, c'est une liaison. Qui ici, il faut mettre une structure ou une chaîne avec des carbones et des hydrogènes. Donc ici, vous avez c'est OH, les groupes hydroxyles, et la famille des composés, donc ce sont les alcools. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, toutes les molécules organiques qui possèdent le groupe caractéristique, c'est-à-dire OH relié à un de leurs carbones, font partie de la famille des alcools. Donc, ensuite, le groupe caractéristique carbonyle. Attention, carbonyle. Dans ce cas-là, ce groupe caractéristique carbonyle, donc c'est un C ici, double liaison avec un O. Regardez bien, il y a 2 familles possibles. Donc il y a les aldéhydes et les cétones. Donc l'aldéhyde, c'est HCHO ou alors RCHO. Donc il y a la même caractéristique, c'est-à-dire que vous avez C double liaison OH, C double liaison OH. Donc le groupe ici, donc carbonyle. Donc là vous le voyez, C double liaison O, C double liaison O. Donc quand on vous dit R et R' représentent des composés hydrocarbonés, ça veut dire qu'en gros c'est des chaînes carbonées avec du hydrocarboné, ça veut dire du H et du carbone. Donc là vous remarquerez que le C double liaison O, en fait, qu'on va vous faire comprendre, c'est que ce groupe-là il est en fin de chaîne, donc il est en bout de chaîne. Donc ça veut dire qu'ici R, donc il est au bout de la chaîne, alors qu'ici il n'y a pas de chaîne, en fait la chaîne elle n'a qu'un carbone. Donc ça, on verra plus tard comment ça s'appelle, mais c'est un aldéhyde avec un seul carbone, donc c'est du méthanal. Quand vous avez donc le groupe carbonyle, C-O, qui est entouré de 2 groupes hydrocarbonés qui ne sont pas des H. Donc vous avez au moins ici un carbone et au moins ici un carbone. Dans ce cas-là, le groupe carbonyle, il est dans la chaîne, il n'est pas en périphérie de la chaîne. Donc dans ce cas-là, ça donnera ce qu'on appelle, la famille, c'est une cétone. Ensuite, le groupe carboxyle. Alors attention, ne pas confondre carbonyle et carboxyle.
Carboxyle, c'est C double liaison O, OH. Et donc ça forme la famille des composés qui sont les acides carboxyliques. Donc généralement carboxyle, acide carboxylique, donc c'est assez facile de retenir ça. Ensuite, je vous mets ici, donc n'oubliez pas d'aller voir dans votre manuel, donc le livre scolaire, allez voir le bilan du cours qui est donné page 159. Il est aussi très bien fait. Alors pour le nom et la formule semi-développée donc des molécules. En gros, on ne va pas vous demander de retenir le nom de toutes les molécules organiques, il y en a des millions. Par contre, vous allez vite comprendre qu'en fait c'est assez simple de les nommer puisqu'on a ce qu'on appelle une nomenclature qui obéit à des règles. Et en gros, le nom donc, des molécules, je vous ai donné une fiche méthode, hein, donc vous pouvez aller la voir, mais ici c'est juste un résumé. Donc le nom est donné, donc est décomposé en trois parties, le préfixe, la racine et le suffixe. Donc en gros le préfixe pré avant, la racine c'est l'élément central, et enfin le suffixe c'est après. Donc la racine, elle donne le nombre d'atomes de carbone de la chaîne principale. Moi je vous commence de commencer toujours par là. Ensuite, vous avez le préfixe, lui qui indique la nature et la position des substituants. Et enfin le suffixe qui désigne la famille des composés. Alors un exemple. Ici, vous avez donc le 3-méthyle-butane-1-ol. Butane. Donc vous avez vu dans la feuille qui vous donne la méthode, donc butane, ça correspond à 4 carbones. Donc vous avez une chaîne principale à 4 carbones. Ici, il est présenté 1, 2, 3, 4. Ensuite, sur les substituants. Donc vous avez ici 3 méthyl. Ça veut dire que sur le carbone numéroté 3, vous avez un groupe méthyle. Méthyle, meth, ça veut dire qu'il y a un carbone. Donc ici, vous avez bien sur le carbone 3 un groupe, un substituant, qui contient donc un seul carbone, donc c'est bien meth, méthyle. Et enfin, ici, vous avez un groupe OH, donc qui caractérise donc, le fait que cette molécule appartient donc, à la famille des alcools. Donc ce groupe OH est porté sur le carbone numéro 1, donc on numérote de façon à ce que l'atome du carbone fonctionnel est toujours le numéro le plus petit. Donc ça c'est important, ça veut dire que quand vous avez une chaîne carbonée, vous devez toujours commencer le numéro de la chaîne, puis vous pouvez toujours commencer 1 ici, a priori vous pourriez vous dire on commence à 1 ici. Il faut toujours que le carbone fonctionnel, c'est-à-dire celui qui porte le groupe fonctionnel, et le numéro le plus petit. Donc ici, donc, on est 3-méthylbutane-1-ol. Ensuite, la spectroscopie. Alors, je vous ai commencé par vous mettre la spectroscopie infrarouge. Donc, je vous ai mis ici quelques spectres. Je vais y revenir après. Je vais juste vous aller directement au cours. J'ai juste mis ça ici au-dessus pour des raisons d'encombrement. Donc, on vous dit que la spectroscopie infrarouge donc, est une technique d'analyse d'échantillons et d'identification des espèces chimiques. Donc, quand une radiation infrarouge de longueur d'onde lambda traverse un échantillon, certaines liaisons entre atomes absorbent de l'énergie et elles se mettent à vibrer. Donc la transmittance d'un échantillon donc, est le rapport de l'intensité de la radiation à l'intensité de la radiation incidente I0. Donc ça c'est juste pour vous représenter en gros ce qu'on représente ici. En spectroscopie, on utilise comme grandeur l'inverse de la longueur d'onde appelée nombre d'onde. Donc les scientifiques, ils ne représentent pas ici la longueur d'onde, ils représentent ici ce qu'on appelle le nombre d'ondes, donc en centimètres moins 1. Ce nombre d'ondes en centimètres moins 1 peut être noté, alors une nu bar, des fois c'est sigma, qui est égal à 1 sur lambda, mais dans ce cas-là, il faut mettre la longueur d'onde en centimètres. Effectivement, si 1 sur des centimètres, ça fait bien des centimètres moins 1. Donc le spectre infrarouge présente l'allure suivante. Donc vous avez ici donc, la chose suivante, vous avez en gros, vous êtes à 100, vous êtes à 0, et quand la molécule donc, absorbe, donc, quand elle absorbe donc, ici cette position, vous avez donc des bandes qui peuvent apparaître. Ces bandes peuvent être donc fines, larges, importantes, faibles. Par exemple ici vous avez des bandes qui sont faibles. Donc vous allez voir dans la feuille aussi de cours qui est associée donc, à cette spectroscopie, qu'on va généralement nous très peu regarder cette zone là entre 0 et 1500 cm-1. On va surtout regarder la position de bandes qui apparaissent ou qui sont importantes dans cette zone entre on va dire 1500 et 4000. La position des bandes permet de repérer les groupes caractéristiques d'une molécule et donc d'identifier en gros si vous voulez la famille des molécules organiques. Alors bien entendu vous n'avez pas à connaître la position de toutes les bandes possibles et inimaginables. Ou en gros, ce que vous devez savoir faire, et ce qu'on a fait dans les activités, c'est comparer donc, un spectre avec une table qui vous donne la position, les caractéristiques de bande pour pouvoir identifier donc, les groupes caractéristiques. Ensuite, donc, par exemple,
Si je vous montre le groupe carboxyle ici, donc dans le groupe carboxyle, en fait, vous avez une liaison C, double liaison O et une liaison, une liaison OH ici. Donc on peut montrer dans les tables qu'en fait, ça correspond à une signature en infrarouge, qui est la présence ici d'une bande vers 1700 cm-1, qui est ici fine et quand même très intense. Ici, vous avez une bande reliée à des liaisons OH ici, donc qui est large ici, et donc qui est large et très forte. Pour le groupe hydroxyle, quand il n'est pas associé donc à un groupe carboxyle, la liaison OH ici, quand elle est donc caractéristique pour les alcools, donc ici vous avez une bande aussi donc qui est ici forte comme celle-là, sauf qu'ici vous voyez qu'elle est beaucoup plus fine. Donc ici, elle est beaucoup plus large dans le groupe de l'acide carboxylique et aussi elle est principalement décalée. Ici, cette bande large commençait, on va dire, en dessous des 3000, de 1800 jusqu'à aller, on va dire, à peu près 3005. Alors que là, on est plus entre 3002 et 3004 cm-1. Ensuite, pour le groupe carbonyle, C double liaison O. Donc C double liaison O ici, on retrouve par contre une caractéristique, c'est que cette liaison du C double liaison O ici, elle a une position à peu près constante avec une bande ici qui est toujours fine et très intense au niveau de 1700 à peu près cm-1. Donc voilà en gros la spectroscopie infrarouge. Retenez qu'il va falloir que vous compariez des positions, donc des caractéristiques de position de bande avec des tables qui vous seront bien entendu données. Ensuite, les étapes d'une synthèse chimique. Alors, le protocole expérimental de la synthèse organique décrit l'ensemble des étapes conduisant au produit cherché. Donc généralement, il y a 4 étapes. La première étape, la transformation chimique et ses conditions de réalisation. Donc en gros, pour parler simplement, c'est la réaction, on mélange les réactifs, le solvant, les catalyseurs, on fait chauffer tout ça dans les conditions, et ça c'est ce qu'on appelle la transformation chimique. Mais ensuite, il y a une deuxième étape qui est l'isolement de l'espèce recherchée. En effet, il faut bien imaginer qu'à la fin, vous avez fait tout ça pour synthétiser une espèce, mais dans le ballon, généralement, si vous avez fait un chauffage à reflux, il n'y a pas que l'espèce, c'est pas magique, il n'y a pas que l'espèce prête, propre et prête à l'emploi. Elle est généralement mélangée avec un solvant, des espèces qui n'ont pas réagi, peut-être un catalyseur, de la pierre ponce, etc., etc. Donc il faut isoler cette espèce qu'on a voulu synthétiser. Ensuite, il va certainement falloir la purifier, puisque vous allez voir qu'il y aura peut-être des impuretés, il va peut-être rester par exemple sur une espèce organique un peu d'eau, un petit peu de réactif organique qui n'aura pas réagi, ou qui restera en trop, etc. Et enfin, identification en quatrième étape, c'est-à-dire c'est l'analyse en fait, c'est que c'est bien beau de faire une synthèse, de l'isoler, de la purifier, encore faut-il vérifier qu'on a bien synthétisé donc la bonne espèce qu'on voulait faire. Donc 4 étapes à retenir: transformation chimique, isolement, purification, identification ou analyse. Donc les différents protocoles qui mènent à la synthèse d'une même espèce chimique constituent donc ce qu'on appelle des voies de synthèse différentes. Il n'y a pas une seule synthèse possible pour synthétiser pour synthétiser la même espèce. Il peut y avoir plein de voies de synthèse différentes, que ce soit sur des modes de chauffage, sur des catalyseurs différents, sur des proportions de réactifs différentes, etc., des températures. Donc il y a plein de voies de synthèse différentes pour une même molécule. La nature des réactifs peut conditionner la voie de synthèse, en influençant son rendement bien entendu, les conditions de sa mise en œuvre ou encore son impact environnemental. Effectivement, l'impact environnemental est de plus en plus important dans la chimie actuelle. Donc en gros, on essaie de prendre des réactifs qui sont dits des réactifs qui sont, on va dire, verts, donc qui ne produisent pas donc, de produits ou de coproduits comme vous le verrez plus tard. Donc en gros, on essaie de faire des synthèses chimiques qui soient de plus en plus efficaces. Ensuite, les conditions expérimentales. Alors qu'est-ce que c'est les conditions expérimentales? Ça peut être la température, la pression, la durée, l'ajout d'un solvant. Donc un solvant, c'est une espèce qui n'apparaît pas dans l'équation de la réaction, mais qui accélère la cinétique de la réaction. Non, pas le solvant, pardon, j'ai confondu avec le catalyseur. C'est le catalyseur. Le catalyseur, c'est donc l'espèce chimique, qui est introduit dans le milieu réactionnel, qui n'intervient pas lui dans l'équation de la réaction, mais qui permet d'accélérer la cinétique. Et le solvant, par contre, le solvant, lui, c'est un liquide qui permet généralement à ce que tous les réactifs soient solubles. Il faut bien imaginer que si vous mettez des réactifs, par exemple 2 réactifs solides, ça ne va pas très bien réagir ensemble,
Par contre, si si vous faites une dissolution donc dans un solvant dans lequel les deux réactifs sont solubles, forcément la réaction va aller beaucoup plus vite parce que les réactifs vont pouvoir rentrer en contact. Donc l'ajout d'un solvant, c'est ça le but, c'est en gros de faire que les réactifs et les espèces soient en contact facile. Alors ensuite, vous avez ici les conditions expérimentales peuvent être, peuvent être précisées dans l'équation de la réaction de synthèse. C'est-à-dire si vous voyez ça un jour dans un manuel, dans un exercice ou au bac, ça veut dire qu'en gros vous avez ici des réactifs, le benzène et le propène, et ça on vous dit qu'en gros ça doit être, donc on vous dit les conditions expérimentales peuvent être précisées, donc c'est au-dessus de la flèche, c'est-à-dire qu'en gros on fait ça à 190 degrés, sous une pression de 34 bars, en présence de H+, c'est-à-dire ça doit être ici un catalyseur. Donc le catalyseur, n'intervient pas dans l'équation de la réaction au global, la température non plus, et la pression. Par contre, on peut l'indiquer au-dessus de la flèche ou au-dessus de la double flèche si jamais c'est le cas. Ensuite, pour la synthèse, généralement, on utilise ce qu'on appelle le montage à reflux. Donc, comme on l'a déjà vu dans les prérequis, le montage à reflux accélère la réaction sans engendrer de perte de matière, puisqu'en fait, vous avez un réfrigérant à eau ou un réfrigérant à air qui permet de condenser donc les vapeurs qui vont donc par gravité retomber dans le milieu réactionnel, etc., etc. Là, vous avez ici pour ça que j'ai mis cette image, parce que on utilise très souvent le réfrigérant à eau, mais vous verrez qu'on vous fera peut-être utiliser donc aussi un réfrigérant à air. Alors un réfrigérant à eau, généralement c'est utilisé avec un chauffe-ballon quand on chauffe relativement plus fort. Ici, quand vous mettez donc un réfrigérant à air, donc c'est quand par exemple vous avez donc un bain-marie pour faire donc un chauffage plutôt doux. Et le réfrigérant à air est beaucoup moins efficace au niveau condensation qu'un réfrigérant à eau. Puisqu'ici, avec le réfrigérant à eau, vous faites couler de l'eau autour d'une paroi en verre, donc c'est beaucoup plus efficace pour refroidir qu'une circulation d'air ici qui tourne autour du tube. Par contre, en fait, on choisit en fonction des espèces qu'on a dans le milieu réactionnel et surtout de leur température d'évaporation. Si vous avez des gaz qui peuvent se former ici, qui ont des températures d'évaporation très, très élevées, donc par exemple 200, 300, 400 degrés, ça voudrait dire qu'en gros, avec un bain-marie, vous n'arriverez jamais à aller à 2, 3 ou 400 degrés. Donc ça veut dire que ces espèces-là ont peu de chances de se former. Et donc ici, on a ce qu'on appelle des espèces qui sont peu volatiles. Donc en fait, le réfrigérant à air ici, il fonctionnera très bien, puisqu'en gros, les espèces seront très peu volatiles. Par contre, ce système de réfrigérant à air est à proscrire si jamais vous avez des espèces qui se forment, que ce soit des réactifs ou des produits, qui peuvent former des gaz donc, avec une température d'évaporation très faible. Par exemple, si je prends des températures d'évaporation autour de 50-60 degrés, ça veut dire qu'en gros, dès que l'intérieur du milieu réactionnel est à 50-60 degrés, donc l'espèce en question va devenir gaz. Sauf que si elle devient gaz, ici le réfrigérant à air va avoir beaucoup de mal donc, à refroidir ces gaz donc, pour les faire retomber. Donc avec la chaleur qui se formera ici au niveau de la plaque chauffante. Donc ça veut dire qu'ici, ça c'est à proscrire pour les espèces qui sont très volatiles. Pour les espèces très volatiles, il faut absolument utiliser ce qu'on appelle un réfrigérant à eau, donc qui lui va refroidir, donc en gros tout ce qui n'a pas une température, tout ce qui aura une température d'évaporation qui sera bien entendu au-dessus de la température de l'eau, c'est-à-dire à peu près on va dire 20 degrés. Donc ici, tout ce qui ça va mettre une température sur les parois qui sera à 20 degrés. Donc ça veut dire qu'en gros, si le gaz s'évapore pas, s'il s'évapore à 100 degrés, là ça arrive à 100 degrés, ça fait 20 degrés. Donc on retrouve en dessous. Donc par exemple, si par exemple la température, je vais y arriver, si la température d'évaporation est à 100 degrés et que le gaz s'est évaporé, parce que temporairement ici on était à 200. Donc le gaz il monte, il se retrouve ici sur les parois, 20 degrés, on se retrouve en dessous de 100. Donc il va se condenser et il va retomber. Ensuite, encore une fois, je vous redis d'aller voir donc, le bilan du manuel, page 178, qui est aussi très bien fait. Alors ensuite, vers l'obtention d'un produit pur. Donc on vous dit l'isolement est l'étape de séparation donc, du produit recherché des autres espèces contenant donc, dans le système chimique à l'état final de la transformation. Donc en gros, c'est pour séparer le produit recherché de tout le reste. Pour cela, on effectue donc ce qu'on appelle une extraction liquide-liquide ou alors une filtration sur Buchner. Alors je vous ai mis des images ici et en dessous. Alors, on effectue une extraction liquide-liquide si l'espèce qu'on veut extraire, elle est liquide présente dans un liquide.
Et enfin, on utilise une filtration sur Büchner si on veut extraire donc un composé solide d'un milieu qui était le milieu réactionnel liquide. Donc, le produit obtenu à l'issue de cette étape d'isolement, la première étape d'isolement, est ce qu'on appelle le produit brut. La purification donc, est l'étape d'élimination donc, des impuretés et des traces de solvant afin d'obtenir donc, l'espèce recherchée à l'état pur. Pour cela, vous pouvez faire ce qu'on appelle une distillation fractionnée, on verra le schéma juste en dessous, ou une recristallisation. Donc la recristallisation, c'est donc un processus qui permet, donc dans recristallisation, ça porte bien son nom, ça veut dire qu'on va recristalliser. Donc concrètement, on va dissoudre le produit, s'il est solide, on va le dissoudre dans un solvant à chaud, et on va le laisser donc généralement se recristalliser en laissant refroidir donc très doucement donc ce fameux produit. L'intérêt de dissoudre à chaud pour laisser recristalliser, c'est que donc on suppose, généralement on fait ça pour que les impuretés restent en solution aqueuse et que seul le produit recherché recristallise. Alors bien sûr, ça nécessite de choisir la dissolution, le solvant de dissolution, de le choisir donc judicieusement. C'est pour ça que des fois, vous verrez selon les conditions de solubilité des espèces, donc que ce soit des impuretés et du produit. Des fois on le fait dans l'eau, des fois on le fait dans l'eau salée, des fois on le fait dans l'eau salée froide, dans l'eau salée saturée, etc., etc. Et enfin, le produit obtenu à l'issue de l'étape de purification est appelé, ce qu'on appelle le produit pur, du moins on l'espère. Alors, pour faire donc l'isolement d'un produit solide, donc on vous dit qu'on fait une séparation par filtration. Alors généralement on ne fait pas une filtration simple. Filtration simple, c'est celle que vous connaissez, c'est-à-dire vous mettez un papier filtre dans un entonnoir et vous laissez la gravité faire. On fait ce qu'on appelle une filtration sous vide. Donc la filtration sous vide, en fait, c'est quoi? C'est juste donc vous mettez un support, donc ici vous mettez une feuille de papier quand même, et ici l'intérêt de la filtration sous vide, c'est que vous allez ici, donc grâce à ce dispositif, pouvoir aspirer ici. Donc ce qui veut dire que ça va aller quand même beaucoup plus vite. Avec un tuyau, ici, vous mettez un tuyau et vous reliez ça donc à votre robinet. Vous faites une circulation d'eau et en gros ça va créer une dépression ici. Donc vous l'avez avec un solvant glacé, ici, eau glacée. Alors pourquoi eau glacée? Parce que si vous ne prenez pas de l'eau glacée et que vous mettez de l'eau à température ambiante, ça va certainement dissoudre peut-être donc le composé ici qui est la lantoïne. Alors par contre, si vous prenez de l'eau glacée, vous limitez quand même considérablement ce phénomène de dissolution, puisque vous avez vu au collège que plus donc le solvant est chaud, plus la dissolution est facile, ne serait-ce que le sel dans l'eau quand vous faites chauffer vos pâtes. Et enfin, le séchage, effectivement, si vous avez rincé abondamment à l'eau glacée, vous devez donc le mettre à l'étuve pour éliminer donc, les traces de solvant et après vous récupérez donc, normalement votre produit qui était votre produit brut. Quand c'est donc l'isolement d'un produit liquide. Donc par exemple, l'isolement de l'éthanoate de benzyle. Ici, vous avez donc le milieu réactionnel dans lequel vous mettez de l'eau. Alors bien sûr, le choix du milieu réactionnel, vous n'avez pas le choix, il faut mettre le milieu réactionnel. Et ensuite, donc, il faut mettre de l'eau. Alors là, vous avez choisi l'eau. Je vous rappelle que pour faire le choix d'un solvant d'extraction liquide-liquide, ça a été vu en seconde, il faut choisir un solvant qui soit non miscible au premier, pour bien qu'il y ait deux phases différentes, et il faut que l'espèce l'espèce qu'on veut extraire, ou en tout cas les espèces qu'on veut extraire, donc soient plus solubles dans le nouveau milieu que là où ils étaient avant. Par exemple, ici, ça serait pour prendre les traces de solvant ici, donc ça serait ici, on a choisi de mettre de l'eau. Donc vous avez certainement vu le principe de fonctionnement de ça, je ne reviens pas ici, ce n'est pas le but de cette feuille. Donc ensuite, vous séparez, donc vous récupérez la phase qui est la phase inférieure dans un bécher ou dans peu importe la verrerie, et ensuite vous fermez, vous remettez une autre verrerie ici avec un air meilleur et vous récupérez donc la phase que vous désirez, ici l'éthanoate de benzyle. Donc sans les traces de solvant qui sont certainement allées ici donc dans l'eau avec donc ici il y a des ions H+, des ions sulfate et de l'acide éthanoïque. Ensuite, vous avez donc ce liquide là, l'éthanoate de benzyle. On vous dit qu'il y a certainement des traces d'eau, effectivement, vous avez mis de l'eau, donc il est fortement probable qu'il y ait des traces d'eau. Donc pour ça, on va sécher donc à l'aide d'un solide anhydre. Alors généralement du sulfate de magnésium, anhydre. Anhydre, ça veut dire sans eau. Et les composés sans eau, il y a un truc qu'ils aiment bien, c'est l'eau. Et donc ça veut dire que si vous faites passer donc, ce composé-là sur
donc un composé anhydre et qu'après bien sûr vous filtrez pour séparer ce solide, le solide, s'il y a des traces d'eau, il va les récupérer pour devenir un solide qui ne sera pas anhydre, et donc dans ce cas-là vous allez éliminer l'eau. Ensuite, si vous voulez éliminer, donc ici vous avez encore le solvant, donc si vous voulez éliminer par contre le solvant, quand vous avez donc une phase organique dans laquelle il y a deux solvants, il suffit d'éliminer donc par évaporation, donc ça c'est ce qu'on appelle donc la distillation fractionnée. Donc celui qui a la température d'évaporation la plus faible va s'évaporer en premier. Et donc après vous récupérez donc l'éthanol de benzyle brut, donc normalement, qui sera la seule espèce. Donc vous avez voulu synthétiser ça, vous l'obtenez dans le fond du ballon. Alors ensuite, la distillation fractionnée, je reviens ici. Donc on vous dit sur l'exemple, on vous dit donc le propanedol peut être obtenu à partir de la propanone. Si à la fin de la synthèse il reste encore des traces de propanone, on peut les éliminer par distillation. Donc en s'élevant dans la colonne à distiller, le mélange s'enrichit en constituant le plus volatile, la propanone, qui a une température d'ébullition de 56 degrés. Le liquide dans le ballon donc s'enrichit donc en constituant le moins volatile, donc la propanedol, donc avec une température de 82 degrés. Donc si je vous montre ici donc le schéma, la distillation fractionnée, alors ça ressemble au niveau donc du chauffe-ballon, vous avez un support, donc chauffe-ballon, ballon. Sauf que cette fois-ci, ici, vous n'avez pas un réfrigérant, vous avez donc ce qu'on appelle une colonne à distiller, dans lequel ici vous mettez donc un thermomètre. Donc le thermomètre vous indique la température en haut de colonne. Donc vous faites chauffer. Donc en gros, ce qu'il faut bien retenir, c'est que quand vous avez un mélange ici, le composé le plus volatile va donc s'évaporer en premier. Donc imaginez, donc 56 degrés, au-delà de 56 degrés, par exemple, entre 56 et 82. Donc vous avez ici donc la propanone donc, qui va se former au niveau gaz. Les vapeurs vont monter et puis elles vont arriver ici. Donc en arrivant ici, vous avez donc cette fois-ci ici, vous avez donc un réfrigérant à eau qui est ici sur le tube latéral. Le tube latéral étant un peu incliné. Donc ces vapeurs-là vont se retrouver donc à des températures donc qui sont inférieures à 56 degrés, donc 20 degrés on va dire, la température de l'eau. Les vapeurs vont donc se condenser, vapeurs de propanone, avec l'inclinaison, elles vont couler et vous allez la récupérer dans un flacon. Ici, bien entendu, alors là, il tient parce qu'il y a une verrerie rodée, sinon, il faut mettre un support, comme celui-là, dans lequel vous mettez la verrerie. Donc, au fur et à mesure donc, que vous chauffez, donc là, vous allez vous enrichir ici en propane de on, et vu qu'il y en aura ici, ça va s'enrichir en propane de on, il y en aura de moins ici. À partir du moment où la température, où là vous avez de la propanone qui va ici s'évaporer et se condenser, la température va rester ici constante à 56 degrés. À partir du moment où la température monte au-delà de 56 degrés, ça veut dire qu'en gros ici, ce qui va sortir ici ne sera plus que de la propanone, donc il faudra changer de verrerie. Et généralement après, ça sera ici, dans ce cas-là, elle s'arrêterait à la température, deuxième temps, à 82 degrés pour évaporer tout le reste, donc c'est-à-dire ici le propanedol. Ensuite, alors cette image-là, je vous l'ai mis, j'ai trouvé ça donc sur un manuel pour vous montrer qu'en fait, selon les exercices, les manuels, etc., on n'appelle pas forcément les mêmes noms. Alors ici, on vous dit que l'étape 0, donc c'est le prélèvement des réactifs. Alors bien effectivement, je l'ai appelé étape 0 parce qu'avant de prélever les réactifs, il faut rechercher les pictogrammes de sécurité et suivre les consignes qui y vont avec. Donc, par exemple, si c'est nocif, il ne faut pas l'ingérer. Si c'est corrosif ici, il faut mettre des gants, des lunettes, une blouse. Si c'est inflammable, il faut pas le mettre près d'une source chaude, etc. Donc l'étape 1, toujours pareil, transformation chimique, un montage à reflux, on en a déjà parlé, donc qui permet donc de chauffer le mélange réactionnel pour accélérer et favoriser la dissolution des solides. Chose nouvelle qui est marquée ici, qui est intéressante, c'est qu'on chauffe donc pour accélérer la réaction. Vous verrez que donc, la température est un facteur cinétique, c'est-à-dire plus il fait chaud, plus ça va vite. Et favoriser la dissolution, ça on a déjà parlé, plus il fait chaud, plus la dissolution est facile. Enfin, éviter les pertes de matière par vaporisation grâce au réfrigérant. À la fin donc, de la transformation, refroidir le milieu réactionnel permet donc de liquéfier les vapeurs éventuelles toxiques et favorise éventuellement la précipitation du solide. Quand vous avez fini donc, la réaction, vous baissez donc le chauffage et le fait que la température baisse, vous allez certainement, si l'espèce est solide, vous allez voir donc une espèce qui va se former ici dans le fond du bécher qui sera solide. Ça c'est parce que la température va diminuer. Alors ensuite, eux, ils font ce qu'on appelle l'étape d'isolement. Donc ça on a déjà parlé, si le produit est solide, vous réalisez une filtration, le plus souvent sous vide pour aller plus vite, un lavage avec un solvant glacé et un séchage à l'étuve.
Si c'est un produit liquide, vous réalisez une extraction liquide-liquide, un séchage avec un solide anhydre qui va permettre d'éliminer donc les, euh, les vapeurs d'eau, et enfin une vaporisation du solvant par distillation, par exemple, fractionné, s'il y en a un. Et enfin, ils font ici l'analyse. Donc l'analyse, donc ici, eux, ils font, vous voyez, isolement, ils font l'analyse directe. Et ils font une éventuelle purification. Alors, vous allez voir qu'en fait, l'analyse et la purification peuvent être imbriquées. C'est-à-dire que tout ça, vous pouvez bien faire une analyse pour vérifier qu'en gros, vous étiez au niveau de l'étape d'isolement, ça se trouve, vous étiez déjà pur, ce qui est rarement le cas. Et si jamais, quand vous faites l'analyse, c'est pas pur, vous pouvez refaire une purification et ensuite refaire une analyse. C'est pour ça que ce schéma, je le trouvais intéressant parce qu'il montrait qu'en fait, on pouvait le faire aussi dans les deux sens. Donc, les étapes d'analyse, mesurer une température de fusion pour un produit solide, avec le Bandt-Köffler par exemple. Pour un produit liquide ou solide, on peut faire une chromatographie sur couche mince. Si le produit est liquide, c'est facile. Si le produit est solide, il faut le dissoudre, peut-être dans le solvant. Et pour la spectroscopie infrarouge, c'est pareil. Enfin, pour un produit liquide, on peut mesurer une température d'ébullition grâce à une distillation fractionnée. Si vous mesurez la température d'ébullition, en mettant donc le composé dans un ballon, vous faites une distillation fractionnée. Et si l'espèce est pure, ça veut dire que la température en haute colonne sera exactement la température d'ébullition de l'espèce. On peut mesurer une masse volumique, donc la masse volumique est une grandeur caractéristique, et on peut mesurer un indice de réfraction. Et si jamais c'est pas pur, on peut le purifier. Ensuite, analyse de la voie de synthèse. Donc pour analyser tout ça, quand vous avez fait une synthèse, vous allez voir qu'on en a fait deux, ça nous a pris beaucoup de temps. On peut caractériser donc par des méthodes d'analyse qui sont donc le Bandt-Köffler, la chromatographie, on vient d'en parler. On peut faire aussi des spectroscopies d'infrarouge. Il y a une grandeur qui permet aussi de caractériser un peu tout ça, ce qu'on appelle le rendement. Donc c'est l'un des critères déterminants de l'efficacité de la voie de synthèse. Ce rendement, R, alors il est noté R, des fois il est noté neta, une lettre grecque, en pourcentage, c'est la quantité de matière obtenue expérimentalement sur la quantité de matière attendue, dans le cas où la réaction serait totale, si elle l'est, où on fournirait le maximum de l'espèce attendue. Vous multipliez par 100 pour avoir des pourcents. Bien sûr, l'objectif étant d'avoir un rendement le plus proche de 100 si vous multipliez par 100 ou de 1 si vous multipliez par 100, si vous ne multipliez pas par 100. On peut également calculer le rendement d'une synthèse à partir des masses, effectivement, les quantités de matière et les masses étant reliées par les masses molaires. Donc vu que d'un deux côtés, si vous multipliez par la masse molaire, vous obtiendrez les masses. Ou alors pour des volumes, entre le volume obtenu et le volume attendu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.